Bonjour et bienvenue dans l'habitation vue de côté. Capsule 3. Aujourd'hui, agrandir sa maison, ce qu'il faut savoir. Donc, rebonjour. Alors, vous êtes propriétaire d'une maison ou vous désirez acheter une maison et il semble y avoir un manque de place ou bien vous voulez ajouter de l'espace, peut-être faire un espace pour euh, avoir des revenus ou encore voir la possibilité de revendre avec des profits. Donc, aujourd'hui, on va regarder quelles sont quelques possibilités d'agrandissement et qu'est-ce que ça implique. Alors, c'est ça, je vais vous partager mon écran maintenant. Alors, voilà. Donc, on a les possibilités devant nous ici. Ajouter un étage ici en vert. Donc, vous voyez que la maison était comme ça et on a ajouté un étage par-dessus dans cet espace-ci. Ajouter une fondation, un espace sous-sol. Ça, on va voir, excusez, ça, on va voir plus tard les implications pour chaque possibilité. On peut faire un agrandissement sur pieux. OK? Et on peut faire un agrandissement sur fondation. Et sur notre terrain, dépendamment des lois municipales. Donc, ce sont les 4 possibilités que je vais regarder avec vous aujourd'hui. Lorsque vous avant d'entreprendre quelconque travaux, il y a des choses qu'il faut respecter. Et il faut savoir c'est quoi les possibilités que la réglementation municipale nous donne. Donc ici, j'ai mis vérifier avec la municipalité la densité d'occupation du terrain possible. Ça varie entre 40 à 60 des fois plus si on vit à une place comme Montréal. On a des règlements différents par rapport aux droits acquis d'un bâtiment sur un terrain limité. On doit savoir c'est quoi les distances avec les délimitations du terrain. Par exemple, si vous prenez de ce côté-ci, admettons, vous décidez de faire un agrandissement à gauche où c'est écrit cour latérale, eh bien, ça se peut qu'ils vous disent que ça prend un dégagement minimum avec la ligne du terrain voisin de 2 mètres. Bon, il faut toujours garder en tête aussi qu'on a besoin d'environ 8 mètres à partir de la devanture de la maison. On ne parle pas de la galerie ici, on parle vraiment de l'habitation principale. On va avoir une distance minimum de 8 mètres avec la ligne de la ville pour les poteaux électriques et toutes ces choses-là, tout ce qui passe. Et c'est la même chose. Ensuite, si on va en hauteur, il faut s'informer si on a le droit de mettre des fenêtres parce qu'il y a des droits ou des pas de droit de regard sur le terrain du voisin. Donc, il faut respecter cette intimité-là dans certains endroits ou dans certains cas. Et aussi, très important ici, oui, excusez-moi. Les distances avec les ruisseaux, rivières, lacs, distance avec des puits artésiens, dépendamment d'où est votre demeure. Il y a des règlements qui disent que ça va prendre 15 à 30 mètres d'une fosse ou d'une rivière ou d'une chose. Alors, ça peut devenir complexe si vous avez un terrain qui a une rivière proche. Après ça, vous avez une fosse septique, vous avez un puisard.
Alors, toutes ces choses-là rentrent en considération et la meilleure façon de le savoir, c'est vous dites, écoute, je veux faire quelque chose sur mon terrain. Vous appelez la ville, vous dites à la personne, j'ai besoin de ton aide, voilà l'idée que j'ai, et puis ils vont vous donner les pages de réglementation de la ville ou du village, et elles varient ces réglementations-là dépendamment des endroits où vous vivez et des cas que vous avez. Donc, la première étape qu'il faut respecter, aller à la ville avant d'entreprendre quoi que ce soit parce que ces personnes-là sont en mesure de vous faire débâtir quoi que ce soit que vous pourriez faire. Admettons que, comme je disais, vous faites ici, là, vous faites un agrandissement. Ils demandaient 2 mètres, vous êtes à 1,5 mètres. Ils peuvent vous dire, tu vas couper un demi-mètre sur le bâtiment que tu as fait. C'est du vécu, c'est du déjà vu, ce que je vous dis là. Alors, prenez pas de chance avec ces choses-là parce qu'ils ont tous les droits. Même si vous allez en appel en cours, ça va prendre 2 ans, ça va prendre 3 ans. À la fin, vous allez perdre. Donc, on y va. La première étape, la première chose qu'on va regarder, c'est si on rajoute un étage sur le dessus de la maison. On va regarder les avantages ici. Les avantages, c'est que vous n'avez besoin que d'un permis de la ville si vous respectez la fenestration et la hauteur du toit. Admettons que la réglementation dit vous ne pouvez pas aller plus haut que 26 pieds du sol ou regarder le toit des maisons à côté. Là. Et dans ce cas-ci, c'est quand même, ils ont augmenté à peu près de 6 pieds à l'œil. Et vous voyez, il faut respecter les hauteurs des maisons. Même, ils n'ont pas vraiment ajouté finalement quand on regarde la ligne de toit. Ils gardaient à peu près le même toit, puis ils ont juste rajouté toute la partie mansardée. Ici, ils ont été gagnés tout ce nombre de pieds carrés-là. Donc, il faut regarder la hauteur et la fenestration, les droits qu'on a. On parle des avantages. Pour obtenir le permis, vous pouvez faire et soumettre vos plans vous-même. Si jamais vous arrivez devant un petit nouveau, une petite nouvelle qui travaille à la ville, vous dites non, ça me plaît un plan d'architecte, vous allez lui dire poliment d'enlever ses hosties de doigts dans le nez et de vous écouter et de sortir quelle réglementation vous empêche de soumettre et faire vos plans vous-même. La chose que vous devez faire, c'est de mettre toutes les indications nécessaires sur votre plan. C'est quoi la grandeur? Là, dans ce cas-ci, c'est facile. C'est le carré de la maison. C'est quoi les matériaux de finition extérieure? Vous voyez que c'est différent. Avant, c'est de la brique. Là, c'est ça. Dans certaines villes, vous n'aurez pas le droit de faire un revêtement différent par rapport aux voisins. Donc, ce sont des choses qu'il faut vérifier aussi. Et puis, les positions de fenêtre-porte, puis c'est quoi que ça va être l'addition? C'est une chambre, ajoutez-vous une salle de bain, une salle d'eau, parce que la ville, elle, tout ce qu'elle veut, c'est des taxes. Ça l'intéresse bien gros, ce côté-là. Mais il faut y dire, c'est ça la réglementation. Alors, vous devez dire s'il y a des salles de bain, parce que ben là, vous payez pour des égouts et des services municipaux. Donc, ils vont ajuster votre évaluation. Puis en passant, capotez pas, s'il y a juste votre évaluation à la hausse, c'est une bonne chose si vous voulez une valeur de revente qui s'ajuste. Fait que votre évaluation de maison augmente, ben, votre prix de maison augmente également. Et c'est là que vous faites vos profits. Donc, il faut accepter toutes ces choses-là. Quand on fait une addition sur le dessus d'une maison, déjà, bien, ça n'affecte pas la densité d'occupation du terrain. Qu'est-ce que la densité d'occupation du terrain? Admettons qu'on a un terrain qui a entre 5 et 10 000 pieds carrés. On n'a pas le droit de prendre plus que 40 à 60 de l'espace du terrain avec des habitations. Donc, ça, il faut s'informer comme on a vu. On peut faire la rénovation indépendamment du premier étage. C'est-à-dire que ça, tout ce qu'on aura à faire, c'est bloquer la cage d'escalier qui mène au deuxième étage, puis il n'y a pas de poussière, il n'y a pas rien. Tu fais toutes tes affaires, tu passes toute ton électricité, tu peux faire ton toit, tu peux tout finir. Et par la suite, tu ouvres l'accès au deuxième étage. Donc, ça ne fait pas trop de dérangement pour ce qui se passe au premier étage. C'est un très bel avantage. Et pour ce faire, quand je dis que vous pouvez contrôler ce que vous faites,
eh bien, vous pouvez utiliser ce que j'ai mis ici. Tout a été écrit, hein. Dans ce livre-là, le livre des portées, on n'a pas une image sur Google, là, mais c'est le Code national du bâtiment du Québec et ça marche, du Canada, excusez, Code national du bâtiment du Canada. Et ça dit le type de bois charpente que vous pouvez utiliser, les poutres, les solives, les longueurs, les portées, c'est le livre des portées. Donc, ils disent, si, admettons, tu rajoutes un toit, sur telle longueur, ça te prend 4 plis de 2 par 8 sur 12 pieds. Un exemple, je l'ai ici à mes côtés. Je suis sûr que vous voyez très mal parce que je suis dans le petit écran du coin, mais ça va vous dire les types de bois, les charges, les points d'appui que vous avez besoin, les longueurs. C'est un livre qui vous permet légalement de faire votre charpente seul. Donc, si vous êtes un autoconstructeur et vous savez combien coûte la main-d'œuvre, bien, si vous avez quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, avec le livre des portées, avec quelques connaissances, puis avec des points d'appui, et ça, je vais le montrer dans la prochaine capsule, comment travailler les charpentes avec des points d'appui sans utiliser des trosses ou des chevrons. Juste en marchant avec des points d'appui. Je vais vous montrer ça dans la prochaine capsule. Donc, voilà, je vois des avantages ici parce que vous n'avez pas besoin de plan d'implantation, de quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'avoir un certificat de localisation refait. Ça va vous coûter 10$ pour un permis de la ville. Ensuite, vous pouvez contrôler la majorité des coûts ici. Si votre panneau électrique est suffisant pour reprendre ce que vous faites, vous contrôlez pas mal de choses. On y va avec l'option suivante, c'est celle d'une maison qui a une cave, admettons. Admettons qu'avant, il y avait une cave et tout ça. Bon, si la maison avait un terre, tout ça, bien, pas de fondation, éventuellement, ça en prend une. Donc, c'est une belle valeur ajoutée. C'est un bel espace ajouté, confortable, qu'on peut utiliser. Et aussi, c'est une très, très bonne, bien, c'est ça, une valeur ajoutée, une bonne valeur de revente parce que éventuellement, quelqu'un va devoir le faire si on veut conserver une maison longtemps. Ça protège aussi des mouvements, le plancher principal contre l'humidité, les rongeurs, les autres bestioles, ça dépendamment de la fondation qu'il y avait auparavant. Moi, je parle des vieilles maisons comme ça. Normalement, ça a des fondations en bloc de 3-4 pieds, puis toutes craquées, puis très humides. Donc, on enlève tous ces problèmes-là. On donne une belle valeur ajoutée. C'est un très bel avantage. Le désavantage, c'est que c'est sûr, vous allez avoir besoin de faire les travaux en été ou en saison modérée. Donc, si c'est accompagné une maison de même, votre été va être hypothéqué pas mal, ça c'est sûr et certain. C'est très coûteux. C'est très coûteux parce qu'on ne contrôle pas ce genre de travaux-là. C'est très rare ceux qui peuvent le faire. C'est sûr que avec de l'expérience, je ne sais pas qui se promène avec des poutres de même et tout ce bois-là pour soulever. À moins que vous ayez des bons amis, là, mais ça prend, il faut faire appel aux spécialistes. On parle, là, pour soulever de même, c'est sûr et certain, une maison comme ça se situe entre 25 et 40 000 minimum. Il faut faire aussi les reconnexions, les branchements temporaires que j'ai écrits ici, oui. Soulever la demeure, faire les travaux d'excavation, il va y avoir des coûts également pour refaire le terrassement. Alors, ce sont des travaux très majeurs. La valeur ajoutée, peut-être que ça va être du kiff-kiff, mais c'est sûr qu'il y en a une, là, mais c'est ça. Ensuite, j'avais mis une petite flèche ici pour montrer que sur cette maison-ci, il y a 2 possibilités comme celle qu'on a vue avant. On pourrait également enlever les toits mansardés, puis gagner un bon espace de chaque côté habitable. Si, admettons, on a une maison, pour vous donner une idée, on a une maison de 25 pieds de large et on va récupérer 4 pieds dans les côtés, chaque côté sur 25 pieds, ça fait 200 pieds carrés. Considérant qu'une valeur d'un pied carré de revente peut être environ de 150 $, vous mettre un chiffron, ça peut être plus, dépendamment des localités. Si c'est pour vous, ben, 200 pieds carrés, ça paraît parce que c'est une sacrée grande chambre, 10 par 20. Mais ça peut représenter environ 30 000 $ et plus de valeur ajoutée de revente
en utilisant cet espace-là, en ajoutant 200 pieds carrés, plus les travaux ici. Donc, on se ramasse avec 80-90 000 là, de valeur ajoutée quand on fait des choses du genre, sauf qu'on a payé pour. C'est des travaux majeurs. Alors, ça requiert des spécialistes très, très gros. Il faut y penser à 2 fois, mais éventuellement, des maisons de même, il faut le faire. C'est ce qu'il faut retenir. On a une maison, on veut ajouter une fondation, faire de l'espace de plus. Bon, la valeur ajoutée est solide. On va probablement être, je ne sais pas, on va regarder c'est quoi les possibilités. C'est l'espace, le confort, tout est là. Ça peut devenir un espace à revenus, ça pourrait devenir un logement. On peut maximiser cet investissement-là de différentes façons, ou tout simplement dire on est rendu là dans notre vie, on a 2 enfants de plus, ça nous prend de l'espace, peu importe. Les désavantages, c'est que c'est besoin d'un plan d'implantation et d'un certificat de localisation refait à jour. Ce sont encore des coûts. Certificat de localisation, c'est 1000, 1200. Alors, la ville va être plus demandante dans ce genre de choses-là. Les travaux, saison modérée, là, on peut aller chercher 3 saisons dans ce cas-ci, parce que ça n'affecte pas la couverture ni rien au niveau de la maison principale. Très coûteux. Puis, ça requiert des spécialistes, excavation, béton, m'excuserez mes anglicismes, j'ai travaillé en anglais longtemps, le underground, toute la plomberie sous le sol, s'il faut en faire, le drainage du moins. Puis aussi, il faut prévoir des coûts pour refaire le terrassement du terrain. Ça, ce n'est pas une valeur ajoutée dans ce cas-ci. C'est un frais. Le terrassement à refaire. Alors, même chose pour la maison auparavant. Le terrassement ici, il est à refaire et ce n'est pas une valeur ajoutée du tout. Alors, ce sont des petits désavantages par rapport à la première maison ou un ajout par-dessus qu'on fait. On s'en va avec la prochaine possibilité. Oui, OK. Fait que ça, ici, en passant, je tiens à vous dire, si vous êtes habile, c'est sûr que quelqu'un qui est habile, il peut faire venir l'excavateur, faire tout l'underground, tout ce qui est souterrain, Mais là, si vous êtes un peu habile, vous pouvez faire la semelle de la fondation, vous coulez ça. Ensuite, vous pouvez louer des formes pour faire les fondations. Mais ça, il faut être vraiment habile et vouloir. Mais vous êtes capable de contrôler ça si vous avez du courage et vous l'avez déjà fait. Ensuite, avec ce qu'on a vu avec le livre Déporté, ici, vous êtes capable de tout faire le reste, tout contrôler le reste, sauf peut-être au niveau de l'électricité ou des choses. Mais ça, en passant, il faut être honnête envers ses capacités parce que vous ne voulez pas faire une rénovation qui va être tout croche. Vous voulez la faire droite pour avoir éventuellement une valeur de revente significative par rapport à votre investissement en argent et en énergie. Alors, des affaires bric-à-brac, si vous dites peut-être je suis capable de le faire, faites-le pas, faites appel à des spécialistes. Si vous avez vraiment des amis ou vous avez l'expérience de le faire à ce moment-là, au niveau des coûts de la main-d'œuvre, ce sont des coûts majeurs sauvés. Vous pouvez y aller. Mais prenez pas de chance parce que le produit final doit être revendable et il va être inspecté éventuellement par un clin-clin comme moi ou un inspecteur ou un spécialiste qui va dire « Oh, ça a été bien fait, oh, ça n'a pas été bien fait ». En passant, une chose très importante à souligner. Lorsqu'on vient j'y pense là, lorsqu'on vient coller une fondation à l'extérieur de la fondation existante, par rapport au sol, il est possible qu'ils ne bougent pas de la même façon s'ils ne sont pas bien connectés. Donc ici, c'est certain qu'il faut que dans chaque mur qui va rejoindre, on a 3 ici, la fondation existante, il faut qu'il y ait eu des rods avec de l'époxy, les rods d'armature soient jointés avec la fondation existante. Aussi, il faut absolument que le sol ait été bien préparé avec une bonne semelle et surtout,
il faut que ce soit chauffé à plus 4 degrés au minimum à l'année. Mettons, vous dites, ah, moi, cette partie-là, ça va être quelque chose qui n'est pas chauffé, puis là, cette partie-là, ça va être chauffé. Ne faites jamais ça, parce que le mouvement de cette fondation-ci par rapport au changement de température québécois ne seront pas les mêmes, vont monter, descendre à une différente vitesse et ils vont aller très rapidement à l'intérieur de 2 ans, casser, briser le coin de la fondation existante. Alors, ce sont toutes des choses qu'il faut réfléchir, savoir, penser, consulter des gens qui s'y connaissent en la matière. Prenez pas de chance de ce côté-là si vous n'avez pas les connaissances. Un autre point, c'est l'ajout fait sur pieu. J'ai fait ça une couple de fois. Avant même, je l'ai déjà fait avant que l'uréthane devienne aussi populaire. Aujourd'hui, c'est plus facile. Faire un agrandissement comme ça parce qu'on peut injecter gicler de l'uréthane sur le plancher, par-dessous le plancher, pour bien isoler le tout et contrôler la température, contrôler l'humidité, tout ça. Donc, un agrandissement sur pieu. Il suffit de prendre le bon pieu, les pieux, technopieux, pieux de je ne sais pas quoi, tous les pieux bien calculés. Ils fonctionnent très bien, je l'ai fait souvent. Et c'est une belle alternative. Et vous pouvez en mettre un aux 8 pieds à peu près, whatever. Et ça va bien, ça peut soutenir jusqu'à 10 000 livres facilement un pieu, il n'y a pas de problème. Donc, un avantage avec ce type d'agrandissement-là, c'est peu coûteux, voire avec la ville, la réglementation. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des subtilités dans les réglementations de ville. Si vous faites un ajout bolté après la maison, comme une remise, si on veut, c'est pas, ça n'a pas la même portée qu'une addition de maison. Alors, parfois, on peut jouer sur certaines approches pour permettre de contourner une réglementation et de dire que c'est un espace qui va aller affecter la densité du terrain, l'espace d'occupation du terrain. Est-ce que ça vaut la peine de jouer ces games-là? Je vous laisse décider, mais par contre, il y a des options parfois parce que personnellement, je trouve qu'ils sont un peu trop à cheval sur les règlements et qu'ils ne réfléchissent plus au Québec parce que les villes, ils veulent juste des taxes. Ça, c'est mon humble avis et je le partage avec un grand plaisir. Parce que si les réglementations municipales étaient intelligentes, bien, ils prendraient en considération qu'on vit au Québec, prendraient en considération l'orientation du soleil, prendraient en considération les vents dominants, le nord et tout. Mais ici, tout ce qu'ils veulent, c'est voir une façade, ils veulent des taxes, puis ils veulent plus d'argent pour chaque petite affaire qui est ajoutée sur un terrain, ce qui est très triste. Je ne dis pas que les villes ne doivent pas se payer, mais on devrait être un petit peu plus feng shui dans notre approche, ce qu'on n'est pas du tout. On bâtit carré, on bâtit de la même façon depuis 400 ans, en innocent, sans réfléchir, et c'est très triste. Excusez-moi pour ce pétage de coche, mais c'était ça m'a fait du bien. Donc, voir avec la ville pour la réglementation. N'affecte pas l'existant, l'espace existant tant que ce n'est pas fermé. Très important parce que c'est tannant quand on fait des rénovations. Moi, ma femme, quand j'en fais, ben, elle n'aime pas la poussière, puis moi non plus d'ailleurs. Alors, quand c'est un espace neuf, fermé comme ça, quand on a fini avec la poussière, là, on peut l'ouvrir. Donc, ça se fait très bien. C'est un bel avantage. Et vous pouvez contrôler 100% des travaux en faisant ça ainsi. Surtout que dans ce genre d'addition-là, c'est un espace, ça va être une chambre, ça va être un vivoire. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est une charpente avec de la fenestration, bien isolée, et on va faire un petit peu d'électricité. L'électricité, je répète, ça ne prend pas un cours universitaire pour faire l'électricité. L'électricité, c'est un fil qui jump après l'autre fil. Si on a le bon ampérage au bon endroit, à peu près, tout le monde est capable de le faire. Le dernier branchement, si vous n'êtes pas confortable, mais vous prenez un petit peu d'informations et ça se fait très bien. Il ne faut pas virer fou avec les gens qui se tirent un rang avec leur métier. Là, tout s'apprend, tout se fait par des humains, tant que c'est sécuritaire. Alors, très, très belle façon, très belle approche ici de faire ça parce que ça ne coûte pas cher, pas de fondation. Ça dépend de vos besoins. Ça fait un Christi de bel espace où on a du soleil et tout.
Et c'est une belle valeur ajoutée en pieds carrés. Ça ne coûte pas cher. Si vous avez, admettons, ici un 15 par 15, on va y aller à l'œil. 15 par 15, ça fait 225 pieds carrés. Et si vous revendez ça, admettons, 150 pièces du pied carré, ça fait plus de 30 000 de revenus. Et ça, je vous le dis tout de suite, vous êtes capable de bâtir ça environ à 60-70 pièces du pied carré des affaires de même en contrôlant les coûts de main-d'œuvre. Ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait sur la maison que je viens d'acheter au Lac-Saint-Jean. Donc, ici, vous avez la vue de côté d'avant. Vous voyez qu'il n'y a rien ici. Et vous avez la vue ici. Donc, on voyait là où il y a l'échelle et on voit ici, il n'y avait absolument rien. Donc, voilà ce que j'ai fait avec ça. Parce qu'on avait besoin d'espace supplémentaire pour notre maison. Donc, j'ai été chercher le même clin. J'en ai profité pour réparer les petits défauts. Et la beauté avec cette rénovation-là, c'est que si vous voulez limiter les coûts, donc ça, c'est une addition de 20 pieds par 10 pieds, 10 par 20, qui allait par-dessus une structure existante. Et on a matché le côté. Donc, vous avez une idée. On va vous donner une idée à quoi ça ressemble. Une addition de 10 par 20, valeur approximative du pied carré de plancher par un contracteur, ça va vous coûter 160 $. Donc, ce que je dis, c'est que si vous faites faire cette addition-là par un contracteur, il va vous charger environ 160 $ de l'heure pour le faire. Ça, c'est le minimum, je vous l'ai dit. 200 pieds carrés, ça coûterait 32 000 $ faire ça par un contracteur. Si vous faites la réno vous-même, vous économisez la main-d'œuvre. Donc, le coût de la réno, l'ajout fait par vous, bien relax, ça, c'était fermé. 200 pieds carrés, 16 000 $. Donc, j'évalue approximativement la valeur de revente ajoutée de 15 000 $ pour cet espace-là, parce que c'est fait par moi. C'est sûr que quand on parle approximatif, ça dépend de la zone où vous vivez et tout ça. Mais dans ce cas-ci, je voulais vraiment contrôler les coûts. Donc, j'ai été chercher des fenêtres sur Marketplace, toutes les fenêtres qu'il y a là. Ça, c'est une fenêtre qui était une fin de série. Elle ouvre d'ailleurs et elle va chercher le cachet des autres fenêtres à côté, à peu près la même grandeur. Et ça nous a donné, à l'intérieur, j'ai fait un plafond cathédral, j'ai tout contrôlé les coûts, tout fait moi-même. Et en l'espace de un mois, ma conjointe et moi, on utilisait cet espace-là de 10 par 20. Tout ce que ça a coûté, c'est les matériaux et un permis de 10 $. Donc, ça vous donne une idée. Donc, pas besoin de plan d'implantation, de certificat de localisation ou quoi que ce soit. On n'a pas repris rien. C'est une addition vraiment plaisante à avoir sur une demeure si on a la capacité de le faire soi-même. Puis d'ailleurs, je tiens encore à remercier les amis et voisins qui m'ont aidé pendant une fin de semaine pour monter la charpente. C'est très important d'avoir des bons amis. Donc, ça fait ça fait le tour pour les possibilités que je vois quand on achète une demeure, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un espace de location, quoi que ce soit, ou une demeure qu'on a nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes. Et c'est très facile de faire les estimés pour les travaux, tout ça, lorsqu'on utilise les règles qui sont à notre disposition avec 3-4 questions. On est capable de bien vous guider là-dessus. Alors, si vous avez des questions sur cette capsule, n'hésitez pas. Ça va me faire un grand plaisir de vous guider. Vous avez, dans la prochaine capsule, comme je disais, je vais partager comment faire une addition, comment avoir une addition, parce qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir des matériaux bruts, des gens qui sont capables ils ont tous les outils pour couper toutes les affaires. Ça fait que je vais vous donner des petits trucs dans la prochaine capsule. Comment regarder une structure quand on voit ça ici? Où est-ce que où est-ce qu'on peut aller chercher, économiser? Et comment on peut le faire? Fait que sur ça, à la prochaine, capsule 4. Bye.